Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les futurs médecins, j'espère que vous allez bien. C'est votre collègue Myriam Soumia et aujourd'hui on va traiter ensemble le cours de l'humérus. Comme d'habitude, je vais vous laisser le lien de support du cours dans la boîte de description avec les liens de mes pages sur les différents réseaux sociaux. Assurez de s'abonner pour ne pas rater de bonnes informations médicales avec des quiz concernant vos cours pour bien mémoriser les informations. Alors, on commence على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Comme d'habitude, on va commencer par une définition de l'os. Après, on va le mettre en place pour pouvoir décrire les différents repères osseux et les différentes structures anatomiques qui se trouvent au niveau de l'os. On commence par la définition. Bon, pour l'humérus, c'est l'os qui va former le squelette du bras. Comme vous voyez, c'est un os où la longueur prédomine par rapport à la largeur et à l'épaisseur. Donc, on dit que l'humérus, c'est un os plan. En plus de ça, on a deux humérus. On a l'humérus droit et l'humérus gauche. Donc, c'est un os pair. Et pour l'asymétrie, c'est-à-dire tanador, c'est un os non symétrique. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas un axe de symétrie qui peut diviser notre os en deux parties égales. C'est-à-dire, il n'existe pas, par exemple, un axe de symétrie qui peut diviser l'humérus terna en partie droite et en partie gauche et égales. Parce que les structures terna qui se trouvent à gauche ou bien à droite, qui se trouvent à droite et à gauche, ne sont. Et en plus de ça, la même chose بين الفوق والتحت, les structures اللي الفوق ماهمش كيما les structures اللي تحت. C'est pour ça حيكون un os non symétrique. Il va constituer le squelette du bras comme on a dit auparavant. Donc, il va s'articuler en haut avec la scapula. Il va s'articuler avec la scapula au niveau de la cavité glénoïdale اللي حكينا عليها la fois passée. Donc, c'est la tête humérale. Elle va reposer dans la cavité glénoïdale de la scapula. Et en bas, il va s'articuler avec les deux os de l'avant-bras qui sont le radius et l'ulna. D'accord? Ça, c'était pour la définition. Après, on doit passer à faire la mise en place avant de décrire l'os. Je répète la mise en place pour la dernière fois. On a dit que la mise en place, on doit placer l'os terna. J'ai dit que on doit mettre l'os comme il se trouve dans le squelette. C'est pour, lorsqu'on décrit l'os, on doit déterminer les différentes parties de l'os correctement. C'est-à-dire qu'une structure se trouve à l'avant de l'os, c'est par rapport à la mise en place de l'os au niveau du squelette. قلنا باللي في هذه la mise en place, on a besoin de trois critères. Un critère qui va déterminer le haut du bas, un autre critère qui va déterminer le dedans du dehors et un autre critère qui va déterminer l'avant de l'arrière. La mise en place تاع l'humérus تاعنا, هادو les trois critères كامل راح يكونوا في l'extrémité supérieure تاعو ولا في l'épiphyse supérieure تاعو. يا اخي قلنا في les généralités sur les os انه un os long, lorsqu'on dit un os long, du coup حيكون عنده trois parties واللي هما la diaphyse ou bien le corps et deux extrémités ou bien deux épiphyses. D'accord? Donc, la mise en place de l'humérus terna, les critères, les trois critères terna li حنديرو بهم la mise en place se trouvent au niveau de l'extrémité supérieure. أولا, au nom, il a dit que l'extrémité arrondie de l'os se trouve au nom. Comme vous voyez, عندنا هادو les deux extrémités de l'os, عندنا هذه l'extrémité supérieure, elle est arrondie, حتكون مدورة. Tandis que l'extrémité inférieure حتكون un peu aplatie, حتكون شوية مسطحة par rapport à l'extrémité supérieure. Donc حنايا نحكموا l'os تاعنا نحوسوا على l'extrémité arrondie هي l'extrémité اللي راح تكون الفوقا et comme ceci نكونوا حددنا le haut du bas. Après, toujours في هذه l'extrémité, on va chercher la surface articulaire تاعها.
وكيفاه نعرفوا بلي هذه هي لا سيرفاس ارتيكولار؟ لا سيرفاس ارتيكولار حتكون recouverte du cartilage، حتكون مغطيه بالغضروف. Donc cette surface articulaire se trouve en dedans. D'accord? C'est ça la surface articulaire تاع l'os تاعنا. هذه la surface articulaire, comme vous voyez, elle repose sur la cavité glénoïdale de la scapula, donc elle est dirigée vers le dedans. C'est bon pour le deuxième critère. Pour le troisième critère, on va déterminer l'avant de l'arrière. Donc toujours dans l'extrémité supérieure de l'humérus tana, on va trouver une gouttière, ou bien on peut dire aussi un sillon, ou bien un canal, c'est-à-dire حتكون عندنا قناة محفورة في هذه l'extrémité supérieure qui va parcourir هذه l'extrémité de haut en bas، تروح من الفوق للتحت. d'accord؟ هذه هي الgouttière اللي رانا نحكيو عليها. d'accord؟ هذه هي la mise en place تاع l'os تاعنا. Tous les critères se trouvent au niveau de l'extrémité supérieure. نحوسوا على l'extrémité arrondie، حتكون هي اللي جايه من الفوق. Après نروحو نحوسوا على la surface articulaire تاعها qui est recouverte de cartilage، حتكون dirigée vers le dedans، يعني حتكون موجهه الى الداخل، où elle va reposer sur la cavité glénoïdale de la scapula. Et après ça, on va chercher cette gouttière ou bien ce canal qui va parcourir cette extrémité du haut vers le bas. Et comme cela, on détermine l'avant de l'humérus. D'accord? Ici, l'image, c'est une vue antérieure, tandis que c'est une vue postérieure. Comme vous voyez, l'épine scapulaire, il se trouve en arrière. Ici, l'humérus تاعنا، هذه c'est une vue postérieure تاعو. Ici هذا c'est l'ulna ou هذا c'est le radius. On arrive maintenant à l'anatomie descriptive de l'os. Comme on a dit auparavant que l'os humérus c'est un os long, donc il va présenter à décrire un corps et deux extrémités, ou bien une diaphyse et deux épiphyses. On va commencer à parler du diaphyse. Lorsqu'on veut parler du diaphyse des os, en premier lieu, on doit déterminer la forme de cette diaphyse. C'est-à-dire, نحوسوا على أقرب شكل هندسي تشبه له هذيك diaphyse. هكذا, on peut la diviser en parties et on va décrire هذوك les différentes parties. Donc, l'humérus, elle a dit que la diaphyse تاعو est irrégulièrement cylindrique en haut et prismatique triangulaire en bas. C'est-à-dire, من الفوق حتكون عندها شكل تاع أسطوانة، وكل ما نهبطو حيولي عندها ان فورم بريزماتيك تريونغولار، يعني شكل موشوري مثلثي. داكور؟ دونك كي يكون عندها شكل موشوري مثلثي، elle va présenter à décrire trois faces et trois bords. الموشور هو هذا اللي كنا نستعملوه في الفيزياء باه نجيبو الوان الطيف. Donc comme vous voyez الموشور تاعنا il présente à décrire trois faces، وعندنا les bords essentiels تاعو هما هادو اللي كاينين في l'humérus. Donc l'humérus va présenter à décrire trois faces et trois bords. Pour les faces, عندنا une face externe, une face interne et une face postérieure. Et pour les bords, on a un bord externe, un bord interne et un bord antérieur. نتوما باش تشفاو pour la face postérieure تاع l'humérus ما راح تقسمها حتى حاجه، حتكون ديريكتومون مسرحه، ما فيها bien sûr les repères osseux mais ما فيهاش les bords. La face postérieure تاع l'humérus تاعنا ما فيهاش les bords. d'accord? Tandis que la face antérieure تاعو حيكون فيها un bord antérieur وين راح يقسمها deux faces. d'accord? حيقسمها une face antérolatérale ولا باختصار نقولوا لها la face externe et une face antéromédiale ولا باختصار نقولوا لها la face interne. d'accord? Donc هذا هو le bord antérieur تاعنا qui va diviser en général la face antérieure تاعنا تاع l'humérus en deux faces, une face externe et une face
interne. عندنا ici هذا هو le bord externe qui va séparer la face externe تاعنا la face postérieure. وعندنا le bord interne de l'humérus qui va séparer la face interne de l'humérus de la face postérieure. D'accord. هذه c'était en général باش نعرفوا شنو هما les structures تاع l'humérus تاعنا. Voilà, نعطيكم هذه la coupe. C'est une coupe au niveau du bras. شاطر فيكم يقول لنا وين راحت la face antérieure من la face postérieure تاع l'humérus. Bon, il existe plusieurs critères اللي يقدروا يعاونونا مي نتوما لقاوها en basant على هذه باللي il a une forme prismatique triangulaire. روحوا طرش حبسوا la vidéo وانا دوك نقول لكم كيفاش. Donc, ici comme vous voyez, il a vraiment la coupe تبان لي la forme triangulaire تاعو. D'accord. Ici لهنا هذا القمة تاع المثلث هذا elle correspond le bord antérieur. Le bord antérieur تاع l'humérus. Du coup حتكون هذه هي منا la partie antérieure تاعنا في la coupe. Et هذه منا c'est la partie postérieure. Donc هذه حتكون c'est la face postérieure. Ou maintenant, c'est la face antérieure divisée par le bord antérieur en deux parties ou bien en deux faces. Une face externe et une face interne. Qui va externe ou interne, c'est en basant les structures anatomiques qui se trouvent ici. Par exemple, on va détailler la face externe. اللي راح يلصق فيها le muscle deltoïde. Comme vous voyez, هذا le muscle deltoïde. Il se trouve en latéral. بهذا الشيء راح نعرف بلي هذه c'est la face externe. D'accord. On revient. Donc, on va commencer à détailler. Pour la face externe, cette face présente au-dessus de sa partie moyenne une crête rugueuse qui dessine avec le bord antérieur de l'os, un V, ouvert, on va appeler la tubérosité deltoïdienne parce qu'elle donne attache au muscle deltoïde. Voilà, comme vous voyez, ici c'est celle-ci la tubérosité deltoïdienne. La tubérosité deltoïdienne, c'est une saillie ou bien c'est une éminence l'humérus تاعنا. Elle se trouve au niveau de la partie moyenne de la face externe. هذه la face externe هي جاية في la partie moyenne تاعها. هذه la tubérosité, elle va dessiner avec هذا le bord antérieur un V ouvert en haut. حيكون هذا le V الجهة المفتوحة تاعو حتكون dirigée vers le haut. Une autre photo pour mieux voir. Voilà. شتو هذه numéro 5 ici. هذه هي la tubérosité deltoïdienne. وهذا اللي هنا c'est le bord antérieur. هي elle va dessiner avec هذا le bord antérieur un V ouvert en haut comme vous voyez. من بعدها حيجي le muscle deltoïde. يا اخي قرينا في les cours اللي فاتوا بلي le muscle deltoïde عنده attache في الكلافيكول وفي السكابولا. في السكابولا après il va se terminer ici. بعد كي تقراو في les muscles حتلقاو بلي le muscle deltoïde se termine au niveau de la tubérosité deltoïdienne qui se trouve au niveau de la face externe تاع l'humérus comme vous voyez. هذه c'est une vue latérale. D'accord. هذه c'est une vue antérieure ici وهذه c'est une vue postérieure. Voilà. هذه c'était pour la première structure anatomique au niveau de la face externe. Après واش قلنا au-dessous de la tubérosité deltoïdienne la surface osseuse donne attache au muscle brachial. شوفوا لهنا. Voilà. Donc la face externe تاعنا الحاجة اللي تميزها بوكو بلوس هي هذه لا في دلتويديان. من بعد واش راح يبقى منها ويعني لا بارتي اللي جايه تحت هذه لا في دلتويديان elle va donner attache au muscle brachial. Et ما تخلطوش بين le muscle brachial et le muscle biceps brachial. On a parlé le muscle biceps brachial من قبل. ما تخلطوش بينه وبين هذا المسكل. ديجا le muscle biceps brachial بلي قلنا بلي عنده deux chefs.
il est constitué, on peut dire, de deux muscles, d'accord, de deux parties, d'accord. Le muscle brachial, il est constitué par une seule partie. Comme vous voyez, le muscle brachial, il va occuper la deuxième partie de la face latérale de l'humérus تاعنا. Donc حتجي la vie deltoïdienne لهنا يلصق فيها le muscle deltoïde ولا partie اللي تقعد من la face latérale راح يلصق فيها هذا le muscle brachial. Et comme vous voyez ماهوش راح يقتصر seulement على هذه la partie من la face latérale mais aussi حيدي la deuxième moitié تاع la face médiale ou bien la face interne تاع l'humérus تاعنا. En plus de ça, حيزيد يلصق في le bord antérieur اللي كاين تحته. La partie تاع le bord intérieur اللي جايه antérieur le bord antérieur اللي جايه تحته, il va se terminer au niveau de l'os. Quel os? C'est l'os ulna. D'accord, comme vous voyez ici. Donc on résume et on dit que la caractéristique la plus brillante de la face latérale de l'humérus تاعنا, c'est le V deltoïdien. C'est formé par la tuberosité deltoïdienne qui va dessiner avec le bord antérieur de l'humérus un V ouvert vers le haut. Tandis que la moitié inférieure de les deux faces, latérale ou la médiale, d'accord, latéral ou bien médial, avec la moitié inférieure le bord antérieur de l'humérus vont donner attache au muscle brachial. Brachial, c'est relatif au bras, brachial, c'est relatif au bras. Donc la moitié inférieure de la diaphyse de l'humérus la moitié inférieure de la diaphyse de l'humérus au niveau ventral, c'est-à-dire flavant, va donner attache au muscle brachial, que ce soit pour la moitié inférieure de la face latérale ou la face médiale ou le bord antérieur. D'accord. Après, on va passer à parler de la face interne ou bien la face médiale. Donc pour la face médiale, toujours qui m'a fait la face latérale, رحنا directement la partie moyenne تاعها. واش لقينا une surface rugueuse, c'est-à-dire حتكون حرشة. تكون حرشة معناتها elle va donner attache quelque chose, d'accord. هي حتشكل لنا l'empreinte d'insertion du muscle coraco-brachial. Comme son nom l'indique, راح يبدا لنا le processus coracoïde تاع scapula, il va se terminer au niveau du bras. وشي هو l'os اللي كاين في البرا, c'est l'humérus. Donc du coup يخلص l'humérus. Voilà, c'est ça le muscle coraco-brachial. Comme vous voyez, il prend origine le processus coracoïde de scapula et il se termine au niveau de la face interne de l'humérus et plus précisément c'est au niveau de la partie moyenne. D'accord. Après, juste l'empreinte de l'insertion de le muscle coraco-brachial, on va trouver le foramen nourricier de l'os. Le foramen nourricier de l'os, c'est-à-dire c'est un trou, هي ثقبة في الأس تاعنا منين حيفوتوا les vaisseaux pour nourrir, assurer la nourriture pour assurer la nourriture de l'os تاعنا. هما اللي راح يوصلوا les nutriments l'os تاعنا. Parce que l'os, comme tout autre organe, c'est un organe vivant qui nécessite les nutriments et l'oxygène. D'accord. Voilà. من بعد كما قلنا من قبل, la moitié inférieure de la face médiale تاعنا va donner attache au muscle brachial كما شفنا هذه الفوتو. Voilà. On arrive à parler de la face postérieure. Donc la face postérieure فيها واحد la caractéristique, c'est qu'elle est parcourue par une large gouttière. حتكون فيها قناة. هذه القناة appelé le sillon du nerf radial, c'est-à-dire il va assurer le passage de le nerf radial. حيفوت فيه le nerf radial يعني عصب. Le nerf radial هو
أعصاب. Et le nerf radial هيكون accompagné aussi d'une artère, c'est l'artère profonde du bras, ou bien appelée encore l'artère humérale profonde. Il faut ajouter toujours profonde. L'artère brachiale profonde, ou bien l'artère humérale profonde, ou bien l'artère profonde du bras. On va le voir. Voilà, je pense que les photos كاينه في le cours تاعكم. Voilà. هذه هي la face postérieure تاعنا. Ici هذه هي الجوتيير اللي رانا نحكيو عليها. هذه la gouttière, elle va servir au passage تاع le nerf radial accompagné par l'artère profonde du bras. Voilà. L'artère brachiale, c'est relatif au bras, l'artère brachiale profonde ou l'artère humérale profonde. D'accord, هادو كامل تسميات يصلحوا. D'accord. Je vais vous montrer ici في هذه la coupe اللي شفناها من قبل. Comme vous voyez قلنا بلي هذه la face postérieure. ها هو le nerf radial تاعنا qui est en jaune وها هي l'artère profonde du bras تاعنا اللي رانا حكينا عليها. Ils vont passer لهنا في هذه la gouttière تاع appelé le sillon radial تاع اللي تجي في la face postérieure تاع l'humérus تاعنا. Donc هذه la gouttière, elle va diviser la face postérieure تاعنا. قلنا هاد la gouttière, elle va diviser la face postérieure en deux parties. عندنا une partie اللي حتكون au-dessus et en dehors من هاد la gouttière, et la deuxième partie حتكون au-dessous et en dedans. Donc la partie الأولى حتكون فوقها و elle est dirigée vers l'extérieur. Donc par rapport لهاد الجوتيير راهي جايه في l'extérieur تاعها. Et la deuxième partie حتكون من تحتها و elle est dirigée vers l'intérieur par rapport à la gouttière toujours. Donc pour هذه la partie supérieure et externe, elle va donner attache au chef latéral du muscle triceps brachial. Donc pour ne pas confondre toujours, on a le muscle biceps brachial, on a le muscle triceps brachial. Le muscle biceps brachial se trouve en avant du bras. حلقاوه في الجهة الأمامية تاع le bras تاعنا. Tandis que le muscle triceps brachial, il se trouve en arrière du bras. حلقاوه في la partie postérieure من البرا تاعنا. D'accord. Donc مادامنا في la partie postérieure تاع البرا تاعنا راح نحكيو على le muscle triceps brachial. Donc le muscle triceps brachial, comme son nom l'indique, il est constitué par trois chefs. Il contient trois chefs. On a le chef latéral, on a le chef médial ou on a le chef long du muscle triceps. Latéral, médial et long. Pour les deux parties qui sont formées par la gouttière, la face postérieure en deux parties, ils vont donner attache à deux chefs. Pour la partie supérieure et latérale de la gouttière, elle va donner attache au chef latéral. Il y a jet latéral par rapport à la gouttière, pardon, et elle va donner attache au chef latéral c'est le muscle triceps. Tandis que la partie distale et médiale, elle va donner attache au chef médial du triceps. Toujours, elle se trouve en médial du gouttière, donc elle va donner attache au chef médial du triceps. C'est une astuce pour mémoriser les informations. Voilà. Donc quand on a concernant les faces, nous allons dire une petite récapitulation. Voilà. Ici, on a une vue ventrale ou bien une vue antérieure de l'humérus. L'humérus, la mise en place. La mise en place va baser sur trois critères. Les trois critères se trouvent au niveau de l'extrémité supérieure. D'abord, on ne sait pas l'extrémité supérieure mais l'extrémité inférieure. كيفاه راح نعرفوا على بالنا بلي l'extrémité supérieure راهي جايه arrondie يعني مدوره tandis que l'extrémité inférieure aplatie. هذه arrondie وهذه aplatie. Donc كي نلقاو l'extrémité arrondie نعرفوا بلي راهي جايه من الفوق. Deuxièmement, l'extrémité supérieure تاعنا هذه
la surface articulaire dirigée vers le dedans. La surface articulaire recouverte en cartilage va dirigée vers le dedans. هكا نكونوا عرفنا le haut من le bas وعرفنا le dedans من le dehors. واش بقلنا نعرفوا l'avant من l'arrière. من بعد في هذه l'extrémité supérieure, on va trouver une gouttière qui va parcourir هذه l'extrémité supérieure du haut vers le bas. Je pense que la gouttière c'est le sillon intertuberculaire. Voilà, la gouttière. Voilà, donc il y a les l'avant de l'arrière. La gouttière se trouve en avant. D'accord. Après, les murus on a une forme cylindrique ou une forme prismatique triangulaire. Donc il va présenter à décrire 3 faces et 3 bords. Pour la face postérieure, elle est divisée par les bords, tandis que la face antérieure est divisée par un bord. C'est le bord antérieur. Il va diviser la face antérieure en face antérolatérale et en face antéromédiale. On a directement une face latérale et une face médiale, ou bien une face externe et une face interne. Même nous avons les éléments anatomiques qui se trouvent au niveau des différentes faces. بدينا بلا face latérale. أول élément anatomique اللي يتراكتينا directement c'est le vis deltoïdien. Le vis deltoïdien, il est formé par la tubérosité deltoïdienne qui va dessiner avec le bord antérieur un V. تلتقي هذه la tubérosité deltoïdienne مع le bord antérieur راح يرسموا لنا كما شفنا في هاد ليماج ici. ها هي la tubérosité deltoïdienne تاعنا مع le bord antérieur راح يرسموا لنا un V qui est ouvert vers le haut. Pardon, vers le haut. Après la moitié هذه V وين جايه في la partie moyenne de la face latérale. من بعد الشيء اللي كاين تحت le V deltoïdienne هذه qui correspond à la moitié inférieure de la face latérale va donner attache au muscle brachial. من بعد رحنا la face médiale ou bien la face interne, toujours au niveau de la partie moyenne on va trouver une surface rugueuse. هذه هي l'empreinte à l'insertion le muscle. C'est l'empreinte du muscle coraco-brachial. Voilà, qui va s'attacher ici au niveau de la partie moyenne la face interne les murus. Donc, comme son nom l'indique, c'est le muscle coraco-brachial. Donc, il va commencer à partir du processus coracoïde du scapula. Il va se terminer au niveau du bras. Et comme c'est l'hémurus, c'est le seul os qui constitue le squelette du bras, il va se terminer au niveau de l'humérus. D'accord. Après, toujours, la moitié inférieure est occupée par le muscle brachial. Avec un autre détail, il existe un foramen nourricier sous l'empreinte. On va trouver un trou ou bien un foramen nourricier. À partir de ce trou vont passer les vaisseaux pour assurer la nourriture ou bien pour assurer l'irrigation de l'os hémurus. Voilà, après on a passé à décrire la face postérieure. Pour la face postérieure, فيها حاجة brillante بزاف. C'est la gouttière radiale. C'est une gouttière ou bien c'est un canal, هي عبارة عن قناة qui va assurer le passage du nerf radial accompagné par l'artère profonde du bras ou bien l'artère brachiale profonde ou bien l'artère humérale profonde. D'accord. Donc cette gouttière, comme vous voyez, va diviser notre face postérieure en 2 parties. Une partie supérieure et externe par rapport à la gouttière et une partie inférieure et interne par rapport à la gouttière. Ces 2 parties-là vont donner attache aux 2 chefs du muscle triceps brachial. Donc la partie qui se trouve au-dessus et en dehors de la gouttière va donner attache au muscle, au chef latéral du muscle triceps, parce qu'elle se trouve en dehors. Et la partie qui se trouve au-dessous et en dedans de la gouttière va donner attache au muscle ou bien au chef médial du muscle triceps brachial. Maintenant, on va passer à traiter les bords ensemble.
avant que j'oublie, concernant les insertions musculaires, qu'on les aborde les cours تاعنا. Il y a des personnes qui ont dit بلي هما ما يديروش les insertions musculaires les cours تاعهم. Donc en tout cas vous allez les traiter les cours تاع les muscles. Donc ce n'est pas grave بلي ما درتوهمش les cours تاعكم, vous allez les traiter ultérieurement les cours تاع les muscles. Mais ça reste toujours un plus pour les gens اللي ما يشوفوهم من قبل في لي كور تاع لي زو ديجا كي يجيو يقراو لي موسكل يكون عندهم فكره على quelques insertions musculaires. Mais c'est pas grave, en tout cas vous allez les traiter les cours تاع les muscles. Donc pour les bords, comme on a dit, l'humérus présente à décrire, ou bien la diaphyse de l'humérus présente à décrire trois bords. On a le bord antérieur qu'on a dit qui va séparer les deux faces externes et internes de l'humérus, le bord externe qui va séparer la face externe de la face postérieure et le bord interne qui va séparer la face interne de la face postérieure. On commence par le bord antérieur. Le bord antérieur est un bord rugueux, donc c'est un bord qui est bien tranchant, حيكون حاد واضح نوعا ما. Et dans certains ouvrages vous allez trouver بلي هذا le bord antérieur هو اللي يديروا به la mise en place بحيث انه من خلاله راح يعرفوا l'avant تاع l'os. D'accord. Donc ce bord il se confond en nous avec la lèvre antérieure du sillon intertuberculaire. Donc c'est ça le sillon intertuberculaire. Il se trouve entre les deux tubercules qu'on va les traiter l'épiphyse proximale. Donc les deux tubercules, on a le tubercule mineur et le tubercule majeur. Ce sont des éminences, l'épiphyse proximale, ils sont séparés par le sillon intertuberculaire, comme son nom l'indique. Il va séparer les deux tubercules. Il est dit intertuberculaire. Donc le bord antérieur تاعنا من الفوقة, il va se confondre avec la lèvre antérieure du sillon intertuberculaire. La lèvre antérieure, elle se trouve du côté du grand tubercule, du tubercule majeur. D'accord, c'est ça le tubercule majeur. Donc la lèvre antérieure, c'est celle-ci qui se trouve du côté du tubercule majeur. Au nom, le bord antérieur de l'humérus تاعنا, il se confond avec la lèvre antérieure. راح يتخلط معاها. D'accord. Voilà. Dans sa moitié inférieure, il va donner un tâche au muscle brachial. On a déjà mentionné ça. Donc قلنا بلي le muscle brachial حيث يدي la moitié inférieure تاع كل من la face externe et interne de l'humérus, en plus de la moitié inférieure تاع le bord antérieur. Et enfin, il va se diviser en deux branches qui vont limiter la fosse coronoïdienne. Voilà, c'est ça notre bord antérieur. En bas, il va se diviser, il va se bifurquer, bi, toujours. Lorsqu'on utilise le préfixe bi, ça signifie qu'il y a deux choses. Donc, lorsqu'on dit qu'il va bifurquer, maintenant, il يتقسم en deux pour limiter la fosse coronoïdienne. D'accord. La fosse coronoïdienne, une fosse, c'est une dépression. هي عبارة عن حفرة في الوسط تاعنا. Donc, la fosse coronoïdienne, من بعد كي تقراو l'ulna, vous allez trouver les l'ulna une apophyse appelée l'apophyse coronoïde. D'accord. L'apophyse coronoïde qui نديرو une flexion تاع l'avant-bras تاعنا. هذيك l'apophyse coronoïde راح تجي تتحط لهنا في la fosse coronoïdienne. D'accord. Et de l'autre côté عندنا هذه la fosse radiale, c'est la même chose. Lorsqu'on réalise une flexion de l'avant-bras, la tête radiale تاعنا, une partie de la tête radiale تاعنا تجي تتحط لهنا في هذه la fosse radiale. D'accord. Donc le bord antérieur تاعنا قلنا en haut, il se confond avec la lèvre antérieure du sillon intertuberculaire et en bas, il va bifurquer, c'est-à-dire il va se diviser en deux pour limiter ce qu'on appelle la fosse coronoïdienne. Voilà. Et à sa moitié inférieure, on a dit qu'il va donner un tâche au muscle brachial. On passe au bord
externe et au bord interne. Donc la caractéristique commune entre ces deux bords qui vont donner insertion au septum intermusculaire qui correspond à leur côté. C'est-à-dire le bord externe va donner insertion au septum intermusculaire latéral, tandis que le bord interne va donner insertion au septum intermusculaire médial. Que veut dire déjà un septum intermusculaire? Le septum intermusculaire, c'est comme une membrane qui va séparer les différentes loges musculaires. Ici, les septums intermusculaires du bras vont séparer les muscles de la loge antérieure, les muscles de la loge postérieure, c'est ça le rôle des septums intermusculaires qui vont séparer les muscles des différentes loges antérieures et postérieures. Donc les bords externes et internes de l'humérus sont eux qui vont donner attache à ces septums intermusculaires. Le bord externe va donner attache au septum intermusculaire latéral et le bord interne va donner attache au septum intermusculaire médial. Pour le bord externe, en plus de l'insertion du septum intermusculaire latéral du bras, il va donner insertion à deux muscles. Il va donner insertion au muscle brachio-radial, c'est-à-dire il va commencer au niveau du bras et donc l'os qui se trouve au niveau du bras c'est l'humérus, donc il va prendre origine de l'humérus et il va se terminer au niveau du radius comme son nom l'indique, d'accord? Après, le deuxième muscle, c'est le long extenseur radial du carpe. Donc, on a un muscle long extenseur radial du carpe et on a un autre muscle court extenseur radial du carpe pour faire la part des choses. Donc, le bord externe va donner insertion au muscle long extenseur radial du carpe. Donc ici c'est le muscle brachioradial, comme vous voyez, il prend origine à partir du bord externe de l'humérus et se termine au niveau de l'os radius. D'accord? Comme son nom l'indique, c'est le muscle brachioradial. Il prend origine au niveau du bras et se termine sur l'os radius. Et si c'est une vue postérieure, donc ce muscle, c'est le muscle long extenseur radial du carpe. Donc il prend origine toujours du bord externe de l'humérus. Il va parcourir le long de l'os radius. C'est pour ça on lui donne le nom radial. On dit le long extenseur. Extenseur, c'est par rapport à son fonction. Il va assurer une extension du carpe. D'accord? Et il va se terminer au niveau du carpe. Donc c'est le long extenseur radial du carpe. D'accord? Donc ça c'était pour les bords. Le bord antérieur, il va se confondre avec la lèvre antérieure du sillon intertuberculaire. En bas, il va se diviser en deux branches. On dit le terme, on dit il va se bifurquer pour limiter ce qu'on appelle la fosse coronolidienne et à sa moitié inférieure, il va donner insertion au muscle brachial. Pour les deux bords externes et internes, chacun des deux va donner insertion au septum intermusculaire correspondant avec insertion de deux muscles au niveau du bord externe qui sont le muscle brachioradial et le muscle long extenseur radial du carpe. Quand cela, on a terminé concernant la diaphyse, on a parlé des faces et des bords. Maintenant, on va entamer les deux épiphyses. On commence par l'épiphyse proximale qu'on a utilisée pour mettre l'os en place. Donc cette épiphyse présente à décrire trois saillies, c'est-à-dire trois éminences, l'épiphyse, qui sont la tête émurale et le tubercule majeur appelé le trochitère et le tubercule mineur appelé le trochin.
Donc, pour la tête humérale, elle va entrer dans la formation de l'articulation scapulo-humérale et donc elle se considère comme une saillie articulaire, tandis que le tubercule majeur et le tubercule mineur qui sont séparés par le sillon intertuberculaire. Donc, ces deux tubercules sont non articulaires, donc ils vont assurer des insertions musculaires et ligamentaires. D'accord? On va commencer par la tête humérale. En premier lieu, la position et l'orientation. Donc, la tête humérale, la mise en place. En premier lieu, elle se trouve au niveau de l'apophyse proximale. Donc, elle a une situation supérieure. En plus de ça, elle est orientée vers le dedans pour bien sûr reposer sur la cavité glénoïdale de la scapula. Donc, elle se trouve au niveau de la partie supéro-interne de l'apophyse proximale. Elle est orientée en haut, en arrière et en dedans. Cette orientation, comme vous voyez, elle est orientée en haut, en arrière et en dedans. C'est pour reposer sur la cavité glénoïdale. Et lorsqu'on dit qu'elle est orientée en arrière, automatiquement, on va trouver la partie postérieure de la tête humérale, ou bien la partie postérieure, oui, c'est une grande partie de la tête humérale par rapport à la partie antérieure. La vue antérieure, une petite partie de la tête humérale. Parce qu'il est on dirait une vue postérieure, il y a la majeure partie de la tête humérale, c'est postérieure. C'est pour ça qu'on est orienté en arrière. D'accord? Voilà, c'est une saillie articulaire recouverte du cartilage. Elle a une forme arrondie. Elle représente le tiers d'une sphère de 30 mm de rayon. La forme تاعها ولا les mesures تاعها c'est que كيجيبوا كورية يكون نصف القطر تاعها 30 mm c'est-à-dire 3 cm هي راح تمثل un tiers من هذيك السفير. D'accord? Et bien sûr, comme vous savez, elle va s'articuler avec la cavité glénoïdale de la scapula qu'elle déborde largement, ce qui favorise les luxations. Donc, la tête humérale par rapport à la cavité glénoïdale de la scapula, c'est-à-dire la tête, il y a la cavité glénoïdale. Du coup, ماهيش حتكون parfaitement complémentaire معها. حيكونوا عندنا la capsule et les éléments de stabilité comme les ligaments, aussi les insertions musculaires, هما اللي ils vont rendre l'articulation تاعنا stable. D'accord? وعلاش هذه la tête humérale حتكون أكثر من la cavité glénoïdale, c'est pour permettre une liberté dans les mouvements. La caractéristique c'est que la tête humérale est comme la cavité glénoïdale, mais une caractéristique c'est que l'articulation de l'épaule est libre ou a une capacité de faire des mouvements presque dans tous les sens. D'accord? Voilà. Mais à cause de cette incomplémentarité la tête humérale et la cavité glénoïdale, l'articulation de l'épaule est vulnérable, ضعيفة وحتكون un site de luxation معناتها الانخلاع. يعني la tête humérale تاعنا هذه تقدر تخرج من la cavité glénoïdale. D'accord? Donc, c'est le rôle de la capsule articulaire, les différents ligaments et les insertions musculaires de stabiliser l'articulation de l'épaule. Voilà. Après, on va parler de l'axe de la tête humérale. L'axe de la tête humérale, l'axe de la tête humérale, voilà, comme vous voyez dans cette photo.
il va former avec l'axe du diaphyse, l'axe du diaphyse, un angle de 130 degrés. L'axe de la tête humérale, l'axe du diaphyse, l'angle اللي راح تكون بيناتهم, c'est de 130 degrés. Elle est limitée par une rainure comme une zone rétrécie, c'est le col anatomique qui la sépare des tubercules mineurs et majeurs. Donc, l'humérus on va trouver deux cols. On a le col anatomique, qui va séparer la tête humérale des deux tubercules majeurs et mineurs. Et on a le col chirurgical. Le col chirurgical va séparer l'extrémité supérieure dans sa totalité ou bien l'épiphyse supérieure dans sa totalité et la diaphyse. Il va séparer l'extrémité proximale ou bien l'épiphyse proximale et la diaphyse. Tandis que le col anatomique, il va séparer la tête humérale et le reste de l'os ou bien le tubercule mineur et le tubercule majeur. D'accord? Voilà. En plus de ça, une autre caractéristique au niveau de la tête humérale qui va présenter une échancrure comme une dépression, c'est la fossette supratuberculaire. La fossette supratuberculaire, elle se trouve au-dessus du tubercule mineur. Déjà, le tubercule majeur, il se trouve en dehors de la tête humérale, tandis que le tubercule mineur, j'ai le côté de la tête humérale, j'ai تحتها. D'accord? Donc, la fossette supratuberculaire est située au-dessus le tubercule mineur. Elle est destinée à l'insertion du ligament gléno-huméral supérieur. Comme vous voyez ici, c'est le numéro 6, c'est la fossette supratuberculaire. Le numéro 4, c'est le tubercule mineur. Et la fossette supratuberculaire se trouve au-dessus du tubercule mineur au niveau de la tête humérale. Cette fossette supratuberculaire, comme on a dit, elle va donner insertion au ligament gléno-huméral supérieur, c'est-à-dire le ligament qui va lier la cavité glénoïde au niveau du scapula avec l'humérus, toujours pour stabiliser cette articulation scapulo-humérale. Donc, il va se lier ici au niveau de la fossette supratuberculaire de la tête humérale. Voilà, concernant la tête humérale. Donc, en premier lieu, on a parlé de la position de la tête humérale. On a dit qu'elle se trouve au niveau de la partie supérieure et interne de l'épiphyse proximale de l'humérus. Pour l'orientation, elle est orientée vers le haut, vers le dedans et vers l'arrière pour reposer sur la cavité glénoïdale. Et comme elle est orientée en arrière, on va remarquer que la partie postérieure prend une grande partie de la tête humérale par rapport à la partie antérieure. Concernant la forme, elle a une forme arrondie représentant un tiers d'une sphère de 30 mm de rayon. Et pour les axes, l'axe de la tête humérale va dessiner avec l'axe du diaphyse un angle de 130 degrés. Cette tête humérale présente à décrire une fossette ou bien une dépression qui se situe au-dessus du tubercule mineur, appelé du coup, Madame Jetfoug, le tubercule mineur, la fossette supratuberculaire. En supérieur par rapport au tubercule mineur. Cette fossette supratuberculaire va donner attache au ligament gléno-huméral supérieur qui va bien sûr prendre origine à partir de la cavité glénoïdale du scapula et il va se terminer au niveau sur cette fossette supratuberculaire. En plus de ça, on a dit que cette tête humérale est séparée
du reste de l'os et beaucoup plus précisément, elle est séparée du reste du reste des constituants de l'épiphyse proximale de l'humérus par le col anatomique. Donc, le col anatomique va séparer la tête humérale du reste de l'os ou bien du reste des constituants de l'épiphyse proximale de l'os, tandis que le col chirurgical va séparer l'épiphyse proximale du reste de l'os ou bien va séparer l'épiphyse proximale du diaphyse. Voilà. On va passer maintenant à parler du tubercule majeur appelé encore le trochéter. Le trochéter. Et pour le tubercule mineur, on l'appelle encore le trochin. Donc, comme on a dit, le trochéter est situé en dehors de la tête humérale. Donc, il présente sur ses faces supérieures et postérieures 3 facettes d'insertion musculaire. Le tubercule majeur, c'est une éminence qui est volumineuse. Donc, نقدروا نشوفوه في une vue antérieure comme نقدروا نشوفوه في une vue postérieure. يبقى يبان من اللور. Tandis que le tubercule mineur, نشوفوه seulement في une vue antérieure. Une fois ندوروا l'os مش حيبان. بصح كي le tubercule majeur qui se trouve en dehors de la tête humérale يبان لنا من اللور. شفتوا لنا في هاد لا فوتو زدنا شفنا مليح بلي لا تيت humérale تاعنا راهي اورينتي vers l'arrière. في la vue postérieure تبان لنا beaucoup plus que في la vue antérieure. Donc قلنا بلي هذا le tubercule majeur présente sur ses faces supérieures et postérieures 3 facettes articulaires. Facette هو التصغير تاع une face يعني أوجه صغيرة. في هاد الأوجه حيصراو des insertions musculaires au niveau de ses faces supérieures et la face postérieure تاعو. La face supérieure, la face postérieure تاعو. Donc ici la face supérieure حتكون عندنا la facette supérieure. La facette supérieure va donner insertion au muscle supra-épineux. Voilà, comme vous voyez ici, le muscle supra-épineux, scapula au niveau de la fosse supra-épineuse, il va se terminer ici au niveau de la facette supérieure du trochéter ou bien du tubercule majeur. Après, on a la facette moyenne qui se trouve au niveau de la face postérieure, le tubercule majeur. Elle va donner insertion au muscle infra-épineux. Voilà, comme vous voyez, le muscle infra-épineux qui s'insère au niveau de la fosse infra-épineuse de la scapula, il va se terminer au niveau de la facette moyenne du tubercule majeur. Et comme vous voyez ici, c'est une vue postérieure. D'accord? Et enfin, on a la facette inférieure qui va donner insertion au muscle teres mineur ou bien le muscle petit rang. Donc ici, le muscle petit rang aussi va prendre origine à partir de la fosse infra-épineuse de la scapula, qui n'allait pas le cours de la scapula, et il va se terminer ici au niveau de la facette inférieure du tubercule majeur. D'accord? Pour le tubercule mineur, il se situe sur la face antérieure et comme on a dit, le tubercule majeur, tellement c'est une éminence volumineuse, que ce soit une vue antérieure et même une vue postérieure, tandis que le tubercule mineur, nous seulement une vue antérieure, parce qu'il se trouve au niveau de la face antérieure, au contraire au tubercule majeur qui occupe une partie antérieure et une partie postérieure au niveau de l'épiphyse proximale. Donc, il se trouve en dedans du tubercule majeur, bien sûr. Voilà, comme vous voyez, ici c'est le tubercule majeur et ici c'est le tubercule mineur. Le tubercule mineur se trouve en dedans par rapport au tubercule majeur. D'accord? Et il est séparé de lui par le sillon intertuberculaire. C'est ça le sillon intertuberculaire. On a
mentionné tout ça auparavant. Il donne attache au muscle subscapulaire. Donc le tubercule mineur va donner attache au muscle subscapulaire. Donc c'est ça le muscle subscapulaire. Il prend origine au niveau du scapula, au niveau de la face antérieure du scapula, et il va se terminer sur le petit tubercule ou bien le tubercule mineur de l'humérus ou bien le trochin. Donc maintenant le sillon intertuberculaire, on a une récapitulation de les structures. Donc on a dit que le sillon intertuberculaire, comme son nom l'indique, il se trouve entre les deux tubercules. Donc il va séparer ces deux tubercules, c'est-à-dire le tubercule majeur et le tubercule mineur. Le sillon intertuberculaire, dans lequel passe le tendon du chef long du muscle biceps brachial. Donc le muscle biceps brachial, c'est un muscle qui est constitué par deux chefs. Pour le tendon du chef long du muscle biceps brachial, il va glisser dans le sillon intertuberculaire, comme vous voyez sur cette image. Voilà. En plus de ça, ce sillon intertuberculaire présente à décrire deux crêtes et va continuer en bas par deux crêtes rugueuses. Donc, déjà, il présente à décrire deux crêtes. Une crête antérieure et une crête postérieure. Et la crête antérieure, c'est celle qui se trouve du côté de le tubercule majeur, tandis que la crête mineure se trouve du côté de le tubercule mineur. Ces deux crêtes vont continuer en bas avec, ou bien ces deux lèvres, on dit lèvres c'est mieux, vont continuer en bas avec deux crêtes. Et les crêtes vont donner des insertions musculaires. Pour la lèvre antérieure qui va se continuer en bas avec la crête antérieure, va donner insertion au muscle grand pectoral. Et pour la lèvre postérieure qui va se continuer avec la crête postérieure va donner insertion au muscle tyrès majeur ou bien le muscle grand rond. Et sur le fond du sillon intertuberculaire, c'est-à-dire le sillon intertuberculaire ou bien à l'intérieur de le sillon intertuberculaire, on a l'insertion de le muscle grand dorsal. Donc, je vais vous montrer les images. On va commencer par le muscle grand pectoral, comme vous voyez ici. Il va venir pour s'insérer sur cette crête antérieure qui est en continuité avec la lèvre antérieure du sillon intertuberculaire. Après, donc, on a une autre image toujours, c'est au niveau du crête antérieure qui est en continuité avec la lèvre antérieure qui se trouve du côté du grand tubercule ou bien du tubercule majeur. Et on a ici le muscle grand rond, donc qui prend origine au niveau du scapula et il va se terminer ici, c'est une vue postérieure, il va se terminer sur la crête postérieure, qui est en continuité avec la lèvre postérieure. Donc ici, le muscle qui est disséqué ici, c'est le muscle grand rond. Ici, c'est l'insertion vers le muscle grand dorsal. Il y a l'insertion vers le muscle grand rond. Le muscle grand rond va s'insérer sur la crête postérieure qui se continue avec la lèvre postérieure du sillon intertuberculaire. Même le fond de le sillon, le sillon va s'insérer le muscle grand dorsal. Voilà. Donc, une photo pour le muscle grand dorsal. Voilà, c'est ça le muscle grand dorsal qui va se terminer au niveau du fond du sillon intertuberculaire et cette image montre bien l'insertion. Donc là, c'est ça هذا اللي باين لهنا وهو حيغطي لنا الانسرسيون تاع le muscle tyrès majeur ou bien le muscle
grand rond. En résumé, on dit que le sillon intertuberculaire va donner insertion à 3 muscles. L'astuce اللي راح نحفظوا بها هادو les muscles كامل يبداو لنا بغران. عندنا le grand pectoral sur la crête antérieure, عندنا le grand rond appelé encore le pteryx majeur sur la crête postérieure et le fond عندنا le grand dorsal. D'accord. En résumé, concernant le tubercule majeur, donc le tubercule majeur se trouve en dehors de la tête humérale. Il va donner 3 insertions musculaires par 3 facettes. Donc on a la facette supérieure qui va donner insertion, voilà, au muscle supra-épineux. Après on a la facette moyenne, donc ici la facette supérieure est visible encore sur une vue antérieure de l'os. Pour la facette moyenne et la facette inférieure sont visibles sur une vue postérieure. Pour la facette moyenne va donner insertion au muscle infraépineux et pour la facette inférieure, elle va donner insertion au muscle tyrès mineur ou bien le muscle petit rond. D'accord. Après, le trochon ou bien le tubercule mineur, que dans une vue antérieure, au contraire au tubercule majeur, une vue antérieure, c'est une vue postérieure. Se trouve au-dedans du tubercule majeur, et il est séparé, les 2 tubercules sont séparés par le sillon intertuberculaire. Il va donner attache au muscle subscapulaire. Voilà. Il va donner attache au muscle subscapulaire. Donc le grand tubercule, le tubercule majeur ou bien le trochitaire va donner 3 insertions musculaires, tandis que le trojan va donner une seule insertion musculaire pour le muscle subscapulaire. D'accord. Ici, vous avez remarqué que les insertions musculaires du tubercule majeur concernent les muscles qui se trouvent au niveau de la face postérieure de la scapula, tandis que l'insertion qui se trouve au niveau du tubercule mineur concerne le muscle subscapulaire qui se trouve au niveau de la face antérieure de la scapula. Un peu, ce sont des astuces pour mémoriser ces muscles. Voilà, après on a passé à parler du sillon intertuberculaire. On a dit que ce sillon présente à décrire 2 lèvres, la lèvre antérieure qui se trouve du côté du tubercule majeur et la lèvre postérieure qui se trouve du côté du tubercule mineur. Donc ces 2 lèvres vont se continuer en bas avec 2 crêtes. Donc la lèvre antérieure va se continuer par une crête antérieure et la lèvre postérieure va se continuer par une crête postérieure. Donc la crête antérieure va donner insertion au muscle grand pectoral, la crête postérieure va donner insertion au muscle grand rond ou bien au muscle tyrès majeur, et au fond du sillon intertuberculaire va s'insérer le muscle grand dorsal. Donc elle va donner insertion en 3 muscles grand pectoral, grand rond et grand dorsal. En plus de ça, ce sillon va assurer le glissement du tendon du chef-long du muscle biceps brachial. D'accord. Et ici, il a dit que le col chirurgical de l'humérus, c'est le segment de l'os qui va unir le corps à l'extrémité supérieure. C'est-à-dire le col chirurgical va séparer l'épiphyse proximale du diaphyse. Donc, on arrive à l'épiphyse distale. Contrairement à l'épiphyse proximale, cette épiphyse est aplatie d'avant en arrière. L'épiphyse distale aussi présente à décrire une partie articulaire et une autre partie non articulaire. Donc la partie moyenne هي اللي راح تكون articulaire, et de part et d'autre de la partie moyenne, on va trouver 2 saillies non articulaires, donc ils vont donner des insertions musculaires. On va commencer par la surface articulaire. Donc la surface articulaire, elle est médiane, on a dit ça auparavant, on dit médiane ou bien elle se trouve, elle est moyenne. Donc la partie articulaire, elle va assurer l'articulation entre l'humérus
qui constituent le squelette du bras avec les deux os qui constituent le squelette de l'avant-bras et qui sont le radius en dehors et l'ulna en dedans. Comme une astuce pour mémoriser l'os qui se trouve en dehors et l'os qui se trouve en dedans, le radius هيكون مع le pouce معناتها مع صبعنا الكبير تاع اليد tandis que l'ulna هيكون مع le petit doigt ou bien le cinquième doigt de la main, donc l'ulna هيكون مع صبعنا الصغير. D'accord? Ces surfaces articulaires est constituée elle-même par deux parties. عندنا la trochlée en dedans, donc il va s'articuler avec l'ulna, ou عندنا le capitulum en dehors, donc il va s'articuler avec le radius qui se trouve en dehors au niveau de l'avant-bras. L'image تاعنا, ici c'est une vue antérieure, عندنا لهنا le capitulum ou لهنا عندنا la trochlée. Le capitulum et la trochlée sont séparés par un sillon ou bien une gouttière appelée la gouttière capitulum par rapport au capitulum, trochleum par rapport à la trochlée. Donc cette gouttière va séparer le capitulum et la trochlée. Et cette gouttière-là, elle-même va s'articuler avec le radius. Donc, on commence par la trochlée humérale. La trochlée humérale, on a traité le terme. Je vais vous montrer le cours les articulations, les généralités et les articulations. On a la trochlée, c'est un mot grec extrait du pouli, معناته bakara. Et cette bakara ici, la trochlée humérale, c'est une poulie qui accomplit les trois quarts d'un cercle. يعني شوفوا الساعة نشوفوا la forme تاع البكرة باش تفهموا. Voilà, donc ici on a une poulie كيما راكم تشوفوا une poulie حيكون عندها deux versants وحيكون عندها une gorge معناتها حيكون عندها رقبة ولا je sais pas exactement le terme mais عندنا deux versants وراح تفصل بيناتهم une gorge. Donc, comme vous voyez, les deux versants sont parfaitement circulaires. Parfaitement. Mais, la trochlée humérale, la poulie مش حتكون parfaitement circulaire, elle va accomplir les trois quarts d'un cercle. يعني مش الشكل تاعها مش حيكمل الشكل تاع دائرة كاملة, وإنما elle va accomplir les trois quarts d'un cercle. Comme vous voyez ici, ماهيش حتكمل directement تكون دائرية parce que راهي لاصقة في الوسط تاعنا. Donc elle va accomplir les trois quarts d'un cercle. Et comme vous voyez aussi, elle est constituée, la trochlée constituée par deux versants. Voilà, c'est un versant, c'est un autre versant. Et ici, la gorge comme une poulie réelle. Donc, elle présente à décrire deux versants. On a le versant externe, il est plus étroit que le versant interne. Et entre les deux se trouve la gorge de la poulie. Donc, la caractéristique de les deux versants, que le versant externe, اللي حيكون في le côté تاع le capitulum, هذا le versant حيكون ضيق par rapport le versant interne. D'accord? Voilà. Comme on a dit auparavant, la trochlée humérale va s'articuler avec l'ulna. Et c'est quelle partie de l'ulna qui va s'articuler avec la trochlée? C'est l'incisure trochléaire de l'ulna qui se trouve au niveau de l'épiphyse proximale de l'ulna. On va le voir dans le cours de l'ulna. Voilà. Je pense qu'il existe une photo ici, le cours. Voilà. Donc, l'incisure trochléaire de l'ulna, il y a la partie l'ulna, هذا هو l'ulna تاعنا, où repose cette trochlée. La partie اللي جايه لهنا تحت التروكلي oui reposer عليها. D'accord? Après, donc elle est surmontée en avant et en arrière par deux dépressions ou bien fossettes. هذه la trochlée humérale, هنلقاوها surmontée par deux dépressions ou bien par deux fossettes. وحدة حتكون en avant
et l'autre هتكون en arrière. La dépression qui est en avant déjà حكينا عليها c'est la fossette coronoïdienne هذه اللي قلنا باللي le bord antérieur تاع l'humérus تاعنا en bas il va se bifurquer, il va se diviser en deux branches pour délimiter هذه la fossette coronoïdienne. Et en arrière, une autre fossette فوق la trochlée تاعنا c'est la fossette olécrânienne. Donc هادو les deux fossettes نبداو بلا fossette هذه antérieure. هذه la fossette antérieure qui sera les mouvements de flexion تاع l'avant-bras تاعنا حتجينا une structure في l'ulna, elle va se reposer على هذه la fossette وهاد la structure appelée le processus coronoïde. هذا le processus coronoïde de l'ulna qui sera les mouvements de flexion, c'est-à-dire حنجيب راح نطوي le coude تاعي vers l'avant, لا حنطوي l'avant-bras تاعي vers l'avant, يعني نديها l'avant. هذا le processus coronoïde راح يطلع يتحط في هذه la fossette coronoïdienne, d'où son nom اللي سميناها la fossette coronoïdienne parce que le processus coronoïde تاع l'ulna في les mouvements تاع الفليكسيون راح يتحط لهنا. D'accord, tandis que هذه la deuxième fossette, la fossette olécrâne qui est en arrière, qui sera les mouvements d'extension, c'est-à-dire l'avant-bras تاعي حنديها لورا. عندنا encore un autre processus في l'ulna تاعنا, voilà, c'est l'olécrâne. هذا le processus تاع l'ulna qui نديرو des mouvements d'extension, c'est-à-dire حنجيب l'avant-bras تاعي vers l'arrière. حيجي هذا l'olécrâne, il va se poser لهنا في هذه la fossette olécrânienne qui se trouve au niveau de l'humérus. D'accord, هذه هي الحاجة qui est mentionnée ici. Tout le reste تاع هذا الباراgraphe. Pour le capitulum de l'humérus, حيكون de forme arrondie. Donc la trochlée قلنا عنده une forme d'une poulie, tandis que le capitulum, comme vous voyez, il a une forme arrondie. هذا le capitulum et l'hélice, il va s'articuler avec la fovea articulaire de la tête du radius. هذه la fovea articulaire, c'est comme une dépression articulaire, c'est une dépression articulaire où il راح reposer le capitulum تاع l'humérus. Donc au-dessus du capitulum de l'humérus se trouve une dépression, c'est la fosse radiale destinée à recevoir le bord antérieur de la fovea articulaire de la tête du radius dans les mouvements de flexion de l'avant-bras. نفس الحكاية. وشنو في la trochlée humérale عندي deux fossettes. وحدة حتكون antérieure, c'est la fossette coronoïdienne qui va recevoir le processus coronoïde تاع l'ulna lors des mouvements de flexion, ou l'autre حتكون postérieure qui va recevoir l'olécrâne تاع l'ulna lors des mouvements d'extension. C'est-à-dire les fossettes qui se trouvent en avant vont recevoir les structures osseuses lors de la flexion, tandis que les fossettes qui se trouvent en arrière vont recevoir les structures anatomiques lors des mouvements d'extension. Déjà la flexion, قلنا حندي l'avant-bras تاعي vers l'avant, tandis que l'extension حنديها vers l'arrière. D'accord, donc هنا la trochlée كاينه وحده من فوقها في l'avant وكاينه وحده من فوقها في l'arrière, tandis que في le capitulum كاينه عندي une seule fossette اللي حتكون في l'avant. C'est la fossette radiale qui va recevoir le bord antérieur de la fovea articulaire, le bord antérieur de la surface articulaire de le radius مع l'humérus. Donc c'est toujours lors des mouvements de flexion. On a la fossette en avant, elle va recevoir les structures osseuses تاعنا lors des mouvements de flexion. Qui la fossette en arrière, elle va recevoir les structures osseuses تاعنا lors des mouvements تاع l'extension. Il nous reste la gouttière capitulo-trochléenne. Donc, la gouttière,
elle va séparer le trochlée et le capitulum. Comme son nom l'indique, elle se trouve entre le capitulum et la trochlée. Donc, la gouttière, elle est articulaire aussi avec le radius. Elle est articulaire avec le rebord interne, le côté interne, la tête, le radius. D'accord? Voilà, donc on a deux structures qui vont s'articuler avec le radius, qui sont la gouttière et la gouttière capitulo-trochléenne et le capitulum, tandis que la trochlée humérale va s'articuler avec l'ulna. Comme une astuce pour mémoriser, la trochlée, madame, elle a deux versants, سيدي حنديرو حنايا العدل هو عنده دو فيرسون كي va s'articuler بهم مع لولنا. حنا جينا حنديرو العدل لو كابيتيلوم باه ما يقعدش وحده ارتيكولي مع لو راديوس زدنا له لا غوتيير كابيتولو تروكليenne. Voilà. Il nous reste de parler les processus latéraux. Avant de passer, je vais vous récapituler la partie. Donc, trochlée, il a une forme d'une poulie. Mental bakara. Il va présenter à décrire deux versants avec une gorge. Donc, une poulie في l'état normal, les versants تاعها حيكونوا régulièrement circulaires, حيكونوا مدورين. بصح كي مادام حنا رانا في لي زو توجور عندي des structures qui sont irrégulières. Donc, la poulie تاعنا elle va accomplir 3/4 برك من السيركل, مش حتكمل un cercle total. D'accord? Elle va présenter deux versants et une gorge comme une poulie normale. Donc, les versants تاعها هادو حيكون عندها un versant externe et un versant interne. Le versant externe حيكون ضيق par rapport le versant versant interne. D'accord. هذه la trochlée مع واش من partie من l'ulna elle va s'articuler avec ce qu'on appelle l'incisure trochléaire de l'ulna. L'incisure trochléaire, c'est par rapport à la trochlée, معناتها راح يلصق مع التروكلي de l'ulna. وين جاي l'ulna. Voilà. La caractéristique de la trochlée est surmontée par deux fossettes. وحدة جاية en avant, وحدة جاية en arrière. Fossettes qui les fossettes اللي نعرفوهم, ce sont des dépressions. D'accord? Donc la fossette qui se trouve en avant, c'est la fossette coronoïdienne qui va recevoir l'extrémité antérieure du processus coronoïde qui sera le mouvement de flexion. La fossette se trouve en avant. Elle va recevoir les structures osseuses qui connaissent des mouvements de flexion. Qui trouvées en arrière, elle va recevoir les structures osseuses qui déroulent des mouvements d'extension. Donc ici, la fossette coronoïdienne va recevoir le processus coronoïde. Ou même partie exactement du processus coronoïde, c'est l'extrémité antérieure lors des mouvements de flexion de l'avant-bras. Tandis que la dépression postérieure, la fossette ou bien la fosse olicrâne, elle est beaucoup plus profonde que la précédente, comme vous voyez déjà في الفوتو. Elle est beaucoup plus محفورة بزاف في l'osterne. C'est la fossette olicrâne, elle va recevoir l'extrémité supérieure de l'olicrâne dans les mouvements d'extension de l'avant-bras. Pour le capitulum, donc c'est une saillie qui a une forme arrondie et elle va s'articuler avec la fovea articulaire de la tête du radius. حتى هي من فوقها كاينه une fossette. وشنو هي عندها une seule fossette qui se trouve en avant, ما عندهاش une autre fossette في l'arrière. D'accord? هذه la fossette, c'est la fossette radiale qui va recevoir le bord antérieur تاع la fovea articulaire. معناتها elle va recevoir le bord antérieur تاع la tête articulaire تاع le radius, تاع la surface articulaire qui se trouve au niveau de la tête radiale بعدا. D'accord? Donc, c'est toujours dans les mouvements de flexion. Madame, la fossette se trouve en avant. Elle va recevoir ce bord antérieur à la fovea lors des mouvements de flexion de l'avant-bras. Pour la gouttière capitulo-trochléenne, trochléenne a deux versants qui vont s'articuler avec l'ulna. Le capitulum, le radius. Donc, la gouttière tani, d'accord? Donc, elle va s'articuler avec le rebord interne de la fovea articulaire de la tête du radius. Donc pour les processus latéraux, ou bien on dit processus bien encore apophyse,
Ce sont des éminences ou bien des saillies osseuses qui se trouvent du part et d'autre de la surface articulaire. On a dit auparavant qu'ils sont non articulaires. Pour l'interne, elle est appelée l'épicondyle médial et l'externe, elle est appelée l'épicondyle latéral. Pour l'épicondyle médial, elle se trouve au-dessus et au-dedans de la trochlée. Donc la trochlée se trouve au-dedans. C'est la partie de la surface articulaire qui est trouvée au-dedans. D'accord? En dedans. Voilà. Donc, l'épicondyle médial. Du part et l'épicondyle. Les épicondyles du part et d'autre, mais les surfaces articulaires. Donc, l'épicondyle médial en dedans de la trochlée, mais en plus de ça, au-dessus par rapport au lui. Voilà. Comme vous voyez ici, c'est une vue postérieure. C'est une vue antérieure. L'épicondyle médial, elle est située en dedans, mais aussi, comme vous voyez, j'ai chouïa au-dessus par rapport à la trochlée. D'accord? Tandis que l'épicondyle latéral, j'ai toujours en dehors par rapport le capitulum, mais il y a le même niveau le capitulum. D'accord? Donc, cette épicondyle médiale, elle est très sciante. L'épicondyle latéral, elle est beaucoup moins sciante par rapport à l'épicondyle médial. Donc, l'épicondyle médial et latéral, médial en dedans par rapport au trochlée. La trochlée, d'accord? Latéral en dehors par rapport au capitulum. médial, صحيح انها en dedans par rapport à la trochlée, بصح مش حتكون في le même niveau تاعو. حتكون au-dessus par rapport à lui. D'accord? Tandis que latéral حتكون في le même niveau تاع le capitulum. الميديال حتكون très sciant. Tandis que latéral حتكون moins sciant, beaucoup moins sciant par rapport l'épicondyle médial. D'accord? Donc, les épicondyles, si تسيو تبالبيو بالبوس تاعكم والindex حطوا يدكم وين le coude وين تصرى لي l'articulation entre le squelette تاع البرا و l'avant-bras, vous allez les palper, راح تحسوا بهم. Et surtout هذه l'épicondyle médial tellement elle est très sillante نحسوا بها بزاف. Mais aussi l'épicondyle latéral نقدروا نبالبيوها تحت لابو تاعنا. D'accord? Essayez palper. D'accord. Les deux épicondyles, comme on a dit, ils sont non articulaires et généralement les structures non articulaires ou bien les apophyses non articulaires vont donner des insertions musculaires et ligamentaires et dans ce cas ils vont donner des insertions musculaires. Donc pour l'épicondyle médial va donner insertion aux muscles épicondyliens médiaux et pour l'épicondyle latéral va donner insertion aux muscles épicondyliens latéraux. Donc ici vous تحفظوهم وحدكم le cours تاع les cours تاع les muscles, on va les détailler ensemble. Mais en règle générale, il faut mettre en tête que les fléchisseurs généralement se trouvent le côté antérieur, l'avant-bras ou la fibra. Tandis que les extenseurs se trouvent le côté postérieur, bien la face postérieure. C'est en règle générale. Donc ici, l'épicondyle latéral, les muscles qui s'insèrent ici, ce sont des muscles qui sont destinés à la face postérieure de l'avant-bras. Donc généralement, il y a des extenseurs comme vous voyez ici. D'accord? Tandis que ici, les muscles qui s'insèrent au niveau de l'épicondyle médial, هيكونوا beaucoup plus des fléchisseurs. D'accord? On va les détailler les cours تاع les muscles. Voilà, donc on a tout abordé. Prenons seulement l'intérêt clinique. Donc l'intérêt clinique on va traiter les fractures au niveau de l'humérus, يعني الكسور اللي واش هما les risques تاع الكسور اللي يقدروا يصراولنا au niveau de l'humérus. Donc lors d'une chute sur le membre supérieur, il peut se réaliser une fracture entraînant des conséquences pour le devenir
de l'articulation. Par exemple, une fracture des côles au niveau des côles, et c'est beaucoup plus le col chirurgical. Donc là, parce que le col chirurgical, il faut derrière de lui le nerf axillaire. Donc le nerf axillaire, il va passer derrière le col chirurgical. Donc généralement, le col chirurgical, il sera fait les fractures beaucoup plus par rapport au col anatomique. C'est pour ça qu'on l'appelle le col chirurgical, parce que il est site fréquent les fractures. Il sera fait les fractures lors des chutes et des traumatismes. D'accord? Donc, quand il sera une fracture au niveau du col chirurgical, il y a le risque de l'atteinte de le nerf axillaire. Le nerf axillaire, il est. D'accord? Qui est le nerf axillaire? Il n'y a pas plus d'abduction. Il n'y a plus d'abduction de l'épaule. Il n'y a pas d'abduction de l'épaule. Le patient ou المريض تاعنا اللي صارت له هذه الفراكتور واللي ما يقدرش يدير le mouvement d'abduction de l'épaule. وعلى واش؟ parce que راح نلقاو بلي هذا le nerf axillaire est responsable على ماش؟ على l'innervation تاع les muscles اللي يديروا لنا les mouvements تاع l'abduction. كي تصرالي une atteinte في هذا le nerf axillaire معناتها ماهوش حيوصل لنا لو ميساج لي مسكل تاعنا باه ينقبضوا ويديروا لنا لو موفمون تاع l'abduction. D'accord? Une fracture au niveau du tiers moyen de la diaphyse حتصرالي une lésion تاع le nerf radial parce que la gouttière radiale تاعنا se trouve au niveau du tiers moyen. ثاني تقدر تصرالي une lésion au niveau de l'artère humérale profonde ou l'artère profonde du bras ou bien l'artère brachiale profonde. D'accord? La lésion تاع le nerf radial, elle va nous donner la main en col de Sini. D'accord? Sini, il y a le BGA. Voilà. Donc, elle a une atteinte en col de Sini parce que la main تاع le patient, la main en col de Sini, comme vous voyez, elle sera une flexion accentuée les doigts au niveau des doigts de la main تاعنا. على ماش؟ parce que le nerf radial تاعنا حيكون responsable على l'innervation تاع les muscles اللي يديروا لنا l'extension au niveau de la main et au niveau des doigts. Donc كي تصرالي une atteinte au niveau du nerf radial ماهوش حيوصل لي la commande les muscles باه يديروا لنا l'extension. Et qui les muscles extenseurs مش راح يخدموا les muscles fléchisseurs qui sont responsables de la flexion l'action تاعهم حتولي هي اللي غالبه. C'est pour ça la main تاع le patient تاعنا حتكون en col de Sini. D'accord? Dernière fracture qui peut donner une lésion nerveuse, c'est la fracture au niveau de l'épicondyle médial. On peut avoir une lésion au niveau du nerf ulnaire. Et j'ai oublié de vous dire l'épicondyle médial au niveau de la face postérieure qu'il y a un sillon, bien un canal qui va assurer le passage de le nerf ulnaire. Épicondyle médial va assurer le passage de le nerf ulnaire. Nerf ulnaire, donc il se trouve du côté de l'ulna. L'ulna se trouve en dedans, donc c'est pour ça le passage il connaît près de l'épicondyle médial via un sillon qui se trouve au niveau de sa face postérieure. Donc voilà, comment il passe au niveau de la face postérieure de l'épicondyle médial تاعنا ومن بعد يروح يمشي le long تاع l'os ulna تاعنا. D'accord? Et c'est pour ça جماعة اللي كانت remarquer كي نخبطوا هذه la partie من le coude تاعنا tellement avec la douleur تجي قاوية parce que عندنا le passage تاع le nerf ulnaire tellement نديروا له une compression كي نخبطوا هذيك البلاصة la douleur لهنا حتكون vraiment accentuée. D'accord? Donc si صرالنا une fracture au niveau de l'épicondyle médial حتصرالي une lésion تاع le nerf ulnaire. Donc كي تصرالي une lésion تاع le nerf ulnaire l'aspect اللي راح نلقاه في la main du patient appelé le griffe cubital. Donc هذا l'aspect en griffe
cubital, c'est ça. هتكون عندي une flexion essentiellement تاع le petit doigt, le doigt اللي قبله, c'est-à-dire le 5e et le 4e doigt. D'accord. على ماشي toujours c'est كيما في الغادي في le nerf radial. لهنا l'ulna il est responsable على l'innervation تاع des muscles اللي راح يديروا لي تاني une extension au niveau تاع ماش تاع les doigts تاع la main تاعنا et beaucoup plus précisément le 5e ou le 4e doigt. Donc كي يكون لينا le nerf ulnaire تاعنا pardon صرات لي فيه une atteinte مش حيوصلنا لا كوموند لهذوك les muscles. Donc les muscles fléchisseurs راح تكون l'action تاعهم هي اللي غالبه et on va voir هذا l'aspect تاع la griffe ou le griffe je sais pas de l'ulna ou bien ulna cubital ou bien ulnaire cubital c'est l'ulna la nomenclature القديمه كنا نقولوا له cubitus. هذه هي. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je vais vous laisser le lien du support du cours dans la boîte de description avec les liens de mes pages sur les différents réseaux sociaux. Assurez d'abonner dans ma page sur Instagram parce que je vais déposer des quiz concernant vos cours d'anatomie. لا تنسوني مواليدي من صالح دعائكم ووفقكم الله وسدد خطاكم في أمان الله.